Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Emmanuel Maril dans mon fauteuil IMO, directeur général d'Airbnb, Europe, Moyen-Orient, Afrique depuis 8 ans. Emmanuel Maril est un entrepreneur engagé au parcours passionnant. Bonjour Emmanuel, ravi de te recevoir dans mon fauteuil IMO aujourd'hui. On va commencer par un exercice de style. C'est la tradition dans cette émission. Peux-tu, s'il te plaît, me dire qui est Emmanuel Maril ? Tu as 1 minute. 1 minute. Eh bien, un Nantais d'origine qui est arrivé à Paris il y a une vingtaine d'années, qui est papa de 3 enfants, marié à une chirurgien, qui fait un peu ma fierté, fait partie d'une grande famille, et qui pour qui d'ailleurs l'esprit de famille est probablement la chose la plus importante aujourd'hui, et qui a, au gré de ses différentes activités, atterri chez Airbnb en passant par pas mal d'entreprises assez technologiques depuis une vingtaine d'années. Entreprise technologique, on peut parler de Groupon, Facebook, c'est bien ça ? Oui, exactement. Tu as un parcours impressionnant. Tu as travaillé du coup pour ces 2 grandes entreprises et j'imagine que ça n'a pas toujours été évident. Comment ces expériences t'ont-elles forgé ? Chaque expérience, alors pas que celle-ci d'ailleurs, parce que j'ai commencé en fait ma carrière chez LVMH. Je travaillais pour Kenzo, D'accord. les parfums, et je représentais la marque en Afrique. Donc j'ai beaucoup voyagé en fait. J'ai passé les 2-3 premières années de ma carrière à voyager énormément. D'accord. Je pense que ça a créé cette envie ce besoin, cette curiosité en fait. Et ensuite, chaque expérience a amené quelque chose, de manière très opportuniste. Par exemple, tu as 2-3 enseignements que tu pourrais nous partager de ton expérience chez Groupon ? Oui, chez Groupon, bien sûr. Chez Groupon, c'était le côté très entrepreneurial. Moi, j'y étais à l'époque où ça s'appelait même pas encore Groupon, ça s'appelait Citydeal. C'était une entreprise qui, à l'époque, faisait un peu la une de l'actualité parce qu'elle accélérait très très vite. Et donc, on allait un peu... on fonçait, c'était très commercial, c'était très instinctif. J'ai appris beaucoup de choses sur vraiment ce côté-là, prendre des risques, des décisions rapidement. Être réactif en permanence. Exactement. Se recentrer. D'accord. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que tu évolues au sein d'Airbnb. Tu as connu l'hypercroissance d'une scale-up. Maintenant, les challenges sont différents, j'imagine. Quels sont les nouveaux relais de croissance d'Airbnb ? Alors, il y en a beaucoup, mais il y a toujours la possibilité d'améliorer le produit existant, donc la technologie qu'on utilise aujourd'hui sur notre service, on va dire, clé. D'accord. On peut le développer dans d'autres pays, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Encore beaucoup de pays où Airbnb n'est pas présent ? Alors Airbnb est présent pratiquement partout. D'accord. Avec des logements. Après, la question, c'est de créer dans ces nouveaux pays des utilisateurs, des voyageurs. Et donc, c'est un peu dit. Donc, il y a des Airbnb dans 200 pays dans le monde. Mais ça ne veut pas dire que dans 200 pays, les gens utilisent la location Airbnb, meublée. ouais, bien sûr. Alors, pas forcément même pas Airbnb, même la catégorie. Les gens sont peut-être encore... Il y a des degrés de maturité au voyage en général. Pas forcément etc. la même culture aussi. Il y a des sujets culturels, il y a Oui. des sujets d'appétence au voyage, il y a plein de choses. Mais donc ça, rien que ça, c'est déjà intéressant comme levier. Puis après, il y a ce qu'on peut faire derrière. C'est-à-dire les services plus ? Les services, d'autres activités connexes au voyage. En fait, l'idée, c'est, maintenant que vous avez la communauté, c'est d'avoir peut-être des prestations un peu supplémentaires, peut-être On l'a déjà peuvent fait parce s'ajouter. qu'on avait lancé il y a quelques années des expériences. Et puis effectivement, c'est un peu aller au-delà de tout ça. C'est ce que disait notre CEO il y a très peu de temps. C'est comment on arrive effectivement à créer, à partir de cette communauté qui est très forte, qui est fondamentale pour Airbnb, c'est-à-dire les hébergeurs, les voyageurs, des gens qui reviennent en permanence, etc. Comment on arrive à effectivement leur proposer d'autres choses, de nouveaux services, de nouvelles idées, de nouvelles expériences, etc. En fait, vous testez et après, voilà, se mettent en place un Exactement. certain nombre de choses. Justement, quelle est ta relation aujourd'hui avec Brian Chesky ? On se connaît depuis 8 ans. C'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration. Je pense qu'on a à peu près le même âge. D'accord. Donc je me dis, bon, il y a pas mal de choses à faire de mon côté. Qui a une passion pour Airbnb qui va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est normal, c'est vraiment son entreprise. Il l'a créée en 2008. C'est quelqu'un qui a une créativité, un sens de la perfection, du design, du produit, des utilisateurs qui est assez incroyable. Il est venu plusieurs fois à Paris. Moi, j'ai eu la chance de l'accueillir plusieurs fois à Paris. J'ai à chaque fois passé des moments assez incroyables. Enfin, c'est quelqu'un de très inspirant. Et d'humain, visiblement, qui est très accessible. Ouais, hyper humain. D'accord. Il fait du Airbnb quand il vient à Paris ?
sûr. Ouais. Tu es directeur général d'Airbnb Europe, Moyen-Orient, Afrique. Est-ce que tu as des anecdotes sympas sur les différences entre ces marchés ? Ouais, c'est intéressant. Ouais. Même Asie, en fait, depuis 1 an et demi, D'accord, il y a l'Asie aussi. je gère aussi l'Asie. Ouais. Alors, Ok. je pas. L'idée, c'est pas forcément de faire ça sur très très long terme, mais en tout cas, ça fait 1 an et demi que je le fais, parce que je trouve ça très intéressant. Tous les pays sont assez différents. Oui. Il y a des pays qui sont très destination, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, d'autres très origines, l'Angleterre, la France, mais aussi destination, la France par exemple fait les deux. Qu'est-ce qui est intéressant euh, bah, Typiquement, les Français sont par exemple des voyageurs qui notent assez durement en général. Tu parles des avis derrière ? Ouais, ça c'est le genre, voilà, ce qui me vient à l'esprit directement, ça va être ça. L'Italie, par exemple, c'est un pays où Airbnb est très très proche aussi de tout ce qui est agritourisme. On voit énormément agritourismo, on voit D'accord. énormément d'activités autour du monde rural aussi. D'ailleurs, on le voit aussi en France, c'est intéressant. L'Allemagne est un pays qui se développe très très fort. Alors, c'est pas très amusant, mais c'est intéressant. Quand une entreprise technologique performe bien en Allemagne, c'est souvent un bon signe parce que c'est un marché qui est plus difficile. D'accord. Euh, Et l'Asie ? Et alors en Asie, alors évidemment, il y a les destinations clés en Asie que sont la Thaïlande, Bali, l'Indonésie, etc. Mais on observe un marché par exemple qui est très très fort, c'est le marché australien. D'accord. On voit la Corée du Sud aussi, qui est un marché qui se développe énormément. Les Coréens ont vraiment, dans les années Covid et un peu après, embrassé l'économie collaborative à travers Airbnb. Ça, c'est assez intéressant. Donc, au Japon, il y a une culture d'aller chez l'habitant qui date de plusieurs siècles. Vraiment, à l'époque, même pré-Ère Meiji, en fait, il y avait déjà cette culture d'aller chez d'autres gens. Donc, chaque pays a sa petite subtilité, ce qui fait vraiment sa force d'ailleurs, et son charme. En fait, les Français sont toujours des râleurs, hein, clairement. Les Français, après, il n'y a pas que les Français, en termes de notation, les Français sont assez durs. Il y a aussi quelques pays d'Amérique latine qui peuvent être un peu durs. Mais les Américains notent très bien, D'accord. en général. Et justement, est-ce que tu aurais 3 conseils pour une personne qui n'ose pas ? Par exemple, je vais te dire, moi, j'ai jamais fait de Airbnb avec mon appartement. Je compte en faire. 3 conseils pour un novice, une personne qui n'oserait pas et souhaiterait peut-être se lancer, malgré tout. Déjà se dire que faut pas avoir un appartement parfait. Faut qu'il soit évidemment propre et faut mettre à la place du voyageur en fait. Mais faut plutôt un logement qui transmette quelque chose, où il y a un petit supplément d'âme en fait. C'est ça que les gens vont rechercher. D'accord. Donc c'est pas la peine de tout repenser. Voilà. Seulement un peu de place, Un quelques peu de place, rangements. mettez-vous à la place, laissez un tiroir ou deux, parce que les gens vont pouvoir, s'ils restent pour une semaine ou deux, ils vont vouloir s'installer un petit peu, etc. Il faut s'assurer d'avoir les bons détails, les bons services. Il faut un bon Wi-Fi. Il faut un peu d'eau, un peu de café quand les gens arrivent. Enfin, vraiment les choses qui font un peu de... Un côté un peu hôtellerie, quelque part. Hein. Ça, c'est... Il faut les basiques de ce que vous allez retrouver dans un hôtel en plus avec le supplément d'âme. D'accord, j'ai compris. Et justement, alors, si on reprend, avec Airbnb, vous avez mis des coups de pied dans la fourmilière. Vous avez joué des coudes pour avancer. Aujourd'hui, on a l'impression qu'Airbnb a une place qui est vraiment établie. Si on parle de la France, quelles sont tes relations avec les mairies et le lobby de l'hôtellerie ? Avec les mairies, honnêtement, elles sont assez bonnes parce que finalement, on a annoncé ça il y a 2 jours, mais Airbnb en France, c'est énormément de taxes de séjour collectées, c'est près de 200 millions cette année, qui vont directement aux mairies. D'accord. Donc les mairies, l'immense majorité des mairies nous voient plutôt comme une source de revenus ou une source même indirecte avec des voyageurs, des touristes, etc. On a eu par le passé des tensions avec certaines grandes villes, notamment Paris ou Bordeaux, mais en réalité, à partir depuis 3-4 ans, et la mise en place de la réglementation, donc les lois Elan, enfin c'est toute la réglementation qui tourne autour de la location touristique, les relations se sont apaisées. Assainies, oui. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, vous avez quelques mairies qui ont pu, mais bon, par rapport aux 30 000 communes qu'il y a en France, ça reste pas grand-chose, mais c'est assez secondaire. D'accord. Donc on est plutôt dans une phase j'ai envie de dire, d'apaisement en réalité. C'est pas forcément ce qu'on dit dans la presse. Non, mais c'est important que tu puisses le mais dire. Mais les faits sont là. Par exemple, dans les montagnes, les gens sont très, 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 très... ont besoin d'Airbnb, en fait. Oui. Et donc, voilà, il y a une réglementation qui est là, qui permet en plus d'encadrer la location meublée touristique, ce qui n'était pas le cas il y a 7-8 ans quand je suis arrivé. Ce qui était important, c'est que ce soit régulé. Aujourd'hui, c'est le cas.
Donc, normalement, votre expansion va continuer. Et après, c'est une histoire de mœurs, peut-être d'évolution des mœurs aussi dans certains villages. Comme Alors tu dans les dis. villages, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, on est en partenariat avec l'Association des maires ruraux de France depuis des années. D'accord. Parce qu'en réalité, et on l'a bien vu pendant le Covid, les Français ont un peu redécouvert les campagnes, quoi. Oui. Ils pouvaient pas aller ailleurs, donc ils sont restés en France. Bon, ce qui est formidable, parce que c'est quand même un pays extraordinaire. Et ils ont eu la chance de voir qu'il y avait une profondeur de diversité de villages dans le pays qui était incroyable. Et en fait, ben, s'il n'y a pas d'Airbnb, il n'y a rien d'autre. Oui, je comprends. Et Il n'y a donc, pas il n'y d'alternative. a aucune alternative. Parce que je crois qu'en France, il y a à peu près 7000 communes dans lesquelles il y a des hôtels. Mais nous, on est présent dans plus de 20 000 communes. Oui. Donc ça fait un paquet de communes dans lesquelles on ne pourrait pas y aller s'il n'y avait pas des gens sur place qui mettaient leur logement en location. Or, généralement, il y a des joyaux aussi dans ces villages. Et C'est là que la des beauté de la France se trouve. Ouais. exactement extraordinaires à voir. Enfin, ok, je comprends. Emmanuel, on va parler du sujet JO, évidemment, qui approche. Airbnb est un des partenaires officiels. En quoi consiste ce partenariat ? Alors on est partenaire officiel du Comité international olympique en fait depuis Tokyo jusqu'à Los Angeles. Donc c'est un partenariat qui dure longtemps, Oui. Sur des jeux d'été et d'hiver. Et c'est un partenariat où finalement on amène au Comité olympique cette possibilité, de manière un peu officielle, de pouvoir aller chez des habitants pendant les Jeux olympiques. Et donc on apporte notre offre, on apporte des expériences, on apporte vraiment toute cette nouvelle façon de pouvoir voyager au monde olympique, en fait, à l'olympisme. Ce qui est important, hein, parce que si on réfléchit, dans la plupart des villes, les gens ne vont pas construire des hôtels juste pour 15 jours de Jeux olympiques. Mais justement, quels sont les grands enjeux de ce gros événement qui arrive pour Airbnb ? Je pense que c'est d'encourager un maximum de personnes à mettre leur logement. Ça arrête. Alors moi, tu m'as convaincu. Voilà. Mais alors, s'il y a des enjeux qui sont très forts, est-ce que vous avez mis en place une team spéciale JO ? Ouais, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Oui, on a une au niveau global, donc aux États-Unis, et au niveau local en France pour ces Jeux Olympiques-là. Il y en aura une autre qui va se développer pour Milan après, dans 2 ans, etc. Bien sûr. Non, le but c'est d'avoir un maximum d'offres, de faire en sorte que les séjours des voyageurs se passent le mieux possible, parce qu'il va y avoir quand même pas mal de normes de sécurité qui vont impacter un petit peu, vous savez, de restrictions de circulation, etc. Mais il faut que les voyageurs puissent être alertés, que ça se passe bien. On va aussi avoir envie de faire en sorte que parce qu'une grosse partie du partenariat avec le Comité international olympique, avec le CIO, tourne autour des athlètes. Comment Airbnb peut les accompagner dans leur vie de tous les jours et leur amener un surplus économique. La plupart des athlètes, en fait, ne sont pas du tout des personnes richissimes. Donc, c'est des gens qui ont besoin, quand ils voyagent, quand ils se préparent pour les Jeux, d'ailleurs, on a travaillé avec eux depuis longtemps, quand ils se préparent pour les Jeux, qu'ils pourraient mettre éventuellement leur maison sur Airbnb, gagner de l'argent. Nous, on leur a fait il y a eu des dotations qui ont été fournies, etc. Ah, c'est intéressant. Donc on partage vraiment beaucoup de choses avec le comité olympique. D'accord. J'imagine que les JO, tu ne vas pas pouvoir toi-même mettre ton appartement sur Airbnb parce que tu vas être sur le front. Mais en temps normal, tu mets ton appartement combien de semaines par an sur Airbnb ? En temps normal, j'ai une petite maison à la campagne, à 1 heure de Paris. Je la mets 7-8 semaines par an à peu près. D'accord. Parce que j'y suis pas mal quand même les week-ends. Mais j'y suis pas beaucoup en juillet, par exemple, ou en août. Ce qui est bien sur Airbnb, c'est qu'il y a un calendrier que tu choisis finalement. Ouais, exactement. Et au sein d'Airbnb, il doit y avoir des anecdotes un peu croustillantes au sujet de situations rocambolesques. Tu pourrais nous en partager une ou deux ? Oh, des situations j'en ai pas qui viennent à l'esprit comme ça. Depuis 8 ans, tu as dû... Ah, moi j'en ai. Non, mais moi j'ai eu plein de situations assez incroyables de voyageurs qui nous envoyaient des messages parce qu'ils avaient passé des moments hallucinants. Enfin, je pense que ça, c'est plutôt c'est pas trop rocambolesque, mais c'est des bons souvenirs en fait. En fait, c'est mes souvenirs des 8 dernières années avec Airbnb, c'est à chaque fois que j'ai rencontré des hébergeurs. Oui. En fait, ce que je dis aux équipes d'ailleurs, si vous vous souvenez pas pourquoi vous travaillez pour Airbnb, parce que parfois quand on travaille pour une entreprise, on oublie, on est tellement la tête dans le guidon, etc. Je leur dis, faites un meet-up, rencontrez les autres, les hébergeurs, et ils vont vous le rappeler parce qu'ils vont vous raconter leurs histoires. Et la plupart des histoires des hébergeurs, elles sont incroyables. C'est cette mère de famille qui s'est retrouvée du jour au lendemain seule, qui n'avait pas de revenus parce que son mari était parti, et qui a réussi à s'en sortir parce qu'elle a loué son appartement, des chambres dans son appartement. C'est ce jeune couple de retraités à Arles que j'avais rencontré qui m'avait dit que grâce à Airbnb, ils avaient parlé avec des Coréens qui étaient venus chez eux à Arles. C'est toutes ces histoires, c'est ce jeune étudiant qui disait qu'en fait il passait tous les week-ends chez sa copine
Et que grâce à ça, il n'avait pas besoin d'aller travailler en plus pour payer ses études. En fait, il y a plein d'histoires comme ça. Que des histoires de vie, en fait. Ouais. Mais ça. parce qu'en fait, on donne la possibilité, Airbnb a donné la possibilité de faire un truc qu'on ne pouvait pas du tout faire avant, c'est grâce à sa résidence principale, de pouvoir mettre du beurre dans les épinards. Et pas... D'avoir des revenus supplémentaires, en Voilà, fait. pas 200 € par an. Bien sûr. 4 000 € en moyenne en France par an. Énorme. Donc c'est beaucoup. Et en fait, donc ça crée en fait une vraie... Ça crée une dynamique et un revenu supplémentaire. Ouais, mais qui peut faire la différence, en fait. Oui. Qui permet à des gens d'investir dans d'autres choses, de voyager, de payer les charges, de retaper leur appart, de le rendre moins passoire thermique. En fait, il y a quelques cas, évidemment, qui sont un peu compliqués, qu'on entend parfois dans la presse, etc. Mais c'est rien par rapport à la... C'est accessoire par rapport à tout, justement, toutes les choses positives qu'Airbnb apporte. Pour des centaines de milliers de personnes en France. Rien qu'en France. Rien qu'en France. Merci Emmanuel. Je vais te poser ma traditionnelle dernière question dans cette émission. Je te laisse t'enfoncer dans mon fauteuil IMO, te projeter. Si tu étais une pièce dans un appartement, ce serait laquelle et pourquoi ? Je pense que ce serait la bibliothèque. J'aime bien les espaces un peu cosy. Il y a beaucoup de choses. J'aime bien le bazar. Les livres, etc., les vinyles, les BD. Et donc j'aime bien cette pièce, une pièce avec un vieux fauteuil un peu abîmé, une petite cheminée. C'est ce que j'ai à la campagne, par exemple. Et ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment les pièces où je me sens bien. D'accord. Écoute, merci beaucoup d'être venu dans mon émission. À très bientôt. Mais de rien, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Thank you.